Allez, bonsoir à tous, c'est jeudi, merci de nous rejoindre pour un monde des arts qui marche sur une actualité plutôt éprouvante, vous allez le voir, pour le monde de la culture, avec peut-être une phrase pour commencer. Écoutez bien, le cinéma français est un des derniers endroits où la domination masculine est légitimée et même valorisée. C'est une phrase qui est signée Geneviève Cellier, elle est professeure en études cinématographiques à Bordeaux-Montaigne. Alors on ne peut qu'être d'accord avec elle au vu de ce qui se passe et lui ajouter peut-être que cet état d'esprit touche le cinéma en général, mais pas que. Aussi évidemment le cinéma belge et puis dans le domaine culturel, ni les théâtres, on se rappelle du scandale qui a touché il y a quelques années le théâtre Les Tanneurs, ni les compagnies. Je peux vous évoquer Yann Fabre et tant d'autres, ni non plus les écoles d'art, on va en parler ce soir, l'IAD, l'INSAS, les conservatoires, etc., d'où remontent souvent des plaintes de victimes. Eh bien, ni toutes ces institutions n'échappent, aucune de ces institutions, n'échappe à ce fléau. Mais ce culte voué à l'artiste masculin, même s'il vient encore d'être scandaleusement défendu par un président de la République, et peut-être aussi pas mal d'hommes derrière lui, eh bien, ce culte doit faire face désormais à une brèche qui s'est ouverte grâce au courage des victimes et à la création de MeToo, du hashtag MeToo. Alors le vieux monde du mal dominant au-dessus des lois peut se faire du souci aujourd'hui, on n'ira pas le plaindre, parce que cette brèche, eh bien, elle ne se refermera pas. En Belgique, malgré la lenteur et la réticence parfois de certaines institutions culturelles à vouloir faire avancer le débat, les choses, eh bien, la machine est en route et les dispositions s'installent peu à peu pour prévenir, voire diminuer au maximum les violences sexistes et sexuelles dans le monde culturel, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit ce soir. Alors, est-ce suffisant ? C'est une des nombreuses questions qu'on va poser à nos invités ce soir. Tout d'abord avec Paloma. Bonsoir Paloma. Paloma Garcia Martens, on est ravis de vous avoir. Alors, vous faites partie du collectif Elles font des films, je m'empresse de le dire. Et vous êtes aussi coordinatrice d'intimité. C'est votre job, en fait, c'est votre métier sur les tournages. Ça veut dire quoi en 2 mots? On en reparlera après, mais en résumé. En 2 mots, je fais la chorégraphie des scènes de sexe et d'intimité sur les plateaux de cinéma. Ouais. Et je fais la coordination du consentement pour m'assurer que toutes les personnes qui participent à la création de ces scènes ont des besoins qui sont entendus et qu'on respecte leurs limites dans le cadre de la création. D'accord, voilà. Que tout cela soit respecté. En face de vous, Elsa Poiseau. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Vous êtes comédienne, metteuse en scène et vous êtes à l'origine du projet La Dernière Scène. La deuxième scène. Comme dans la dernière scène, sexe, la deuxième scène. La dernière scène, c'est le monsieur avec tous les autres monsieur. Et vous en êtes où dans ce projet? Il est conséquent. Il est conséquent. On l'a mené pendant 5 ans. Il est terminé aujourd'hui. 5 ans. Ouais. Et dans ce projet qui s'est décliné en plusieurs actes, il y a 2 actes qui sont consacrés à des études sur la présence des femmes et les inégalités dans le secteur des arts vivants. Et donc on a collaboré avec l'ULIAGE et l'UCL, et en particulier pour le sujet qui nous concerne, c'est l'UCL qui a permis, après une vaste étude sur 2 ans, d'avérer en fait toutes les difficultés, toute la violence qui existe dans le secteur. Et comme souvent, tant que c'est pas documenté, on a tendance à ne pas croire. Et donc nous, la mission qu'on s'est donnée, c'est de faire ce boulot-là, de montrer que oui, ça existe. On n'est plus au niveau des rumeurs là. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. C'est ça. Il fallait, la parole des femmes suffisait pas. Il fallait les universités derrière. D'accord. Pauline Duclos Lacoste. Bonsoir Pauline. Bonsoir. On est ravis de vous avoir aussi avec nous. Vous êtes la créatrice de Fit the Culture. Vous m'avez dit. Fit the Culture. C'est né pendant le Covid, ça, non? Exactement, c'est né en mai 2020 durant la crise Covid, et nous on a commencé par donner à manger au secteur de la culture, qui était donc non essentiel, puisque nous sommes non essentiels. Et on ne s'est jamais arrêté depuis. On a aidé 25 000 personnes, et maintenant on ajoute d'autres services. On fait de l'accompagnement social pour la culture. Et psychologique aussi. Voilà, accompagnement psychologique, et on aimerait développer d'autres outils à l'avenir. Et on va comprendre ce soir que les besoins sont... hélas, là. Dernier invité, Julien Sigard. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Ravi de vous avoir. Vous êtes journaliste, vous m'avez dit De formation, journaliste. C'est bien, il ne faut pas avoir honte, voyons. Non, chers collègues. Mais surtout, vous êtes ce qu'on appelle un coordinateur qualité à l'INSAS. C'est ça. Même chose en 2 mots, ça veut dire quoi? Oui, la coordination qualité, en fait, elle est présente dans tous les établissements d'enseignement supérieur. Elle est liée à la réforme de Bologne. C'est une mission qui vise à ce que les différentes entités qui sont à l'intérieur de l'établissement, donc les professeurs pour faire simple, les étudiantes, les étudiants
et le personnel administratif et ouvrier se sentent le mieux possible à l'intérieur de l'établissement. Donc ça passe par de l'auto-évaluation, de la réflexion, du dialogue sur du moyen-long terme, et c'est une réflexion aussi au long cours, c'est-à-dire qu'on ne la fait pas une fois pour toutes et puis les choses sont réglées, mais elle suit la vie de l'école, l'actualité, l'évolution globale. On va comprendre que pas mal de choses sont mises en place à l'INSAS, dont une charte. On va voir aussi que dans d'autres écoles, c'est peut-être moins évident aussi. Je parle des écoles supérieures d'art, bien entendu. On va commencer cette émission avec un petit extrait de film qui va vous plaire, à mon avis, plutôt une série. C'est une série. C'est Split d'Iris Bray. Une série sur la sortie de l'hétérosexualité. Vous y étiez comme coordinatrice d'intimité. Regardez. Aimer, c'est se sentir abandonné à chaque instant. Salut, Ève. Anna. Anna, tu restes bien au sol. Ève, s'il te plaît, tu prends exactement la même position. Bravo, Anna. Très belle, cette première cascade. Les aléas du métier. Et Ève Calac, ça se passe comment avec elle? Pourquoi tu souris? Je sais pas. Elle s'est renseignée sur toi. Moi, j'ai dit que tu étais maquée avec le chef-op. Ok, je comprends pas en fait ce qui s'est passé. Rien. Mais ça te ressemble pas de mentir. Je peux t'embrasser? Oui. Quand tu quittes un mec pour une meuf, tu quittes l'hétérosexualité. Est-ce que t'es prête à en être? Je t'aime encore. J'ai oublié pendant une minute que t'étais avec Nathan. T'es prête? Ouais. Il faut que tu me laisses un peu de temps. Ça m'est tombé dessus. J'ai envie de le vivre. Voilà, Split d'Iris Bray, c'est remarquable. D'ailleurs, la qualité principale de cette série pour vous, c'est quoi? Je vous voyais regarder la bande-annonce avec un sourire encore. Oui, mais c'était vraiment une expérience particulièrement joyeuse. Ouais. Et je suis fière des images, en fait, et de la collaboration. La qualité de cette série, je pense qu'elle se pose dans la justesse du regard. Ouais. Et des regards, finalement. Ce que j'ai adoré dans sa façon surtout de faire le montage des scènes d'intimité sur lesquelles on a travaillé, c'est qu'elle utilise beaucoup le split screen. C'est-à-dire c'est une technique où on va couper l'image en deux, même parfois en plusieurs morceaux, plus que deux. Et je trouve que justement, ça nous empêche de rentrer dans un regard qui va être ce qu'on va appeler le regard scopique, donc c'est-à-dire un regard presque de domination, d'objectification en fait du corps des personnages, des comédiennes, et plutôt une multiplication des regards et donc des sensations. Il y a quelque chose où on est moins dans une domination verticale, plus dans une horizontalité. C'est intéressant, ça n'a l'air de rien, c'est un petit détail comme ça de montage, mais en fait ça change toute une façon de regarder les choses, quoi. Oui, tout à fait, et je trouve que parfois on me pose la question dans mon métier, mais est-ce qu'on peut vraiment raconter toutes les histoires, faire toutes les scènes de sexe, est-ce qu'on peut tout faire? Et pour moi, effectivement, c'est pas, la question se pose pas au bon endroit, c'est pas qu'est-ce qu'on peut raconter, mais plutôt comment est-ce qu'on va le raconter. Et donc, par exemple, raconter des scènes de violence sexuelle, même sur des mineurs, par exemple, mais c'est pas le genre de séquence, forcément, où on va jouer avec des enfants qu'on va mettre dans ce genre de situation. C'est comment réfléchir à raconter cette histoire en respectant les limites et les besoins émotionnels et psychologiques, en fait, de tout le monde, notamment des enfants. Et ça peut être tout aussi puissant. Et on n'est pas forcément obligé de rentrer dans quelque chose de complètement charnel, hyper cru, de nudité, c'est un peu etc. ce qu'on reprochait d'ailleurs à l'adaptation du consentement de Springora, enfin ce que certains ont reproché, c'était cette vision un petit peu paternaliste ou patriarcale en tout cas de ce qu'avait écrit Vanessa Springora. Je vois tout le monde qui acquiesce, je ne sais pas si vous avez suivi ces discussions. Ouais. Moi je n'ai pas encore vu le film. Moi il m'a mis très mal à l'aise ce film. J'ai eu plutôt ce genre d'écho, donc je ne vais pas me prononcer sur la qualité. Par contre, ce que je trouve interpellant, c'est qu'un film qui s'intitule Le consentement, qu'au moment de la production, personne ne s'est posé la question d'engager une coordinatrice ou un coordinateur d'intimité, dont le consentement est quand même la spécialité. Surtout que le consentement, c'est une question extrêmement compliquée, qui est abordée de manière très simpliste, je trouve, la plupart du temps. Et d'ailleurs, je pense que même la réalisatrice a dit que c'était elle-même la coordinatrice d'intimité, ce qui est complètement absurde parce que le consentement doit être vu dans une dynamique de pouvoir. Et donc, on ne peut pas dire qu'on va être
le garde-fou du consentement quand nous sommes la personne la plus puissante sur un plateau. Et ça ne veut pas dire que cette personne n'avait pas des bonnes intentions. Je pense que tout à fait. C'est toute la question justement de la personne qui s'occupe, je sais pas, de la qualité des rapports dans une école, par exemple. Si c'est le directeur, ça n'a aucun sens, quoi. Oui, exactement. Ou bien la personne de confiance. Si la personne de confiance est dans un rapport hiérarchique avec les personnes avec qui elle doit travailler, en fait, ça ne peut pas fonctionner, évidemment. Voilà. Enfin, je fais le parallèle. Je ne sais pas si ça va dans le sens de ce que tu expliquais. Oui, tout à fait. Moi, je pense que ce qui est hyper intéressant, ou en tout cas la chose sur laquelle la plupart des gens ont du mal à... les gens ont du mal à comprendre, en tout cas, c'est pas une question d'intention, de justesse d'intention, de valeur, de qualité de personne ou de bienveillance. Qu'en fait, nous sommes tous dans un système et nous avons tous un rapport de pouvoir par rapport à l'espace dans lequel nous nous trouvons, qui sont des fois des rapports de pouvoir ou des statuts qui sont évidents, des fois beaucoup moins, et que ça va forcément influencer la capacité aux personnes à côté de nous, qui sont peut-être nos subordonnés, à pouvoir poser leurs choix ou même poser leurs limites. Et que ça n'a rien à voir avec notre qualité de personne. Et que la plupart des gens, je dirais, sont vraiment des personnes bienveillantes. Mais la question, c'est la différence entre l'intention et l'impact. On peut avoir les meilleures intentions du monde. Moi, je marche dans la rue, j'ai écrasé le pied de quelqu'un, j'ai pas voulu lui faire mal. Le fait est que son pied est écrasé. La personne a mal. Comment faire pour ne plus y marcher dessus? Sur la question de la coordinatrice ou coordinateur d'intimité, c'est une obligation. En France, c'est une obligation. En Belgique aussi, ou ça le devient ou pas du tout? Pas du tout. Alors, faut savoir que c'est une obligation nulle part. D'accord. Par contre, dans les pays anglo-saxons, donc d'Amérique du Nord, les Royaumes-Unis, etc., où il y a une culture de syndicats d'actrices extrêmement puissantes, qui ont des leviers d'action, ce sont des recommandations. Et même parfois, c'est dans les contrats des comédiens et des comédiennes en fonction de leur pouvoir. Sinon, c'est le producteur qui est responsable, en gros, du bien-être des comédiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que la question du bien-être au travail sur les plateaux de cinéma, c'est presque un tabou, en fait, parce qu'on est dans un milieu où la question de la vulnérabilité est un tabou, parce que c'est tellement difficile de se faire une place, parce qu'on est dans des horaires, des temporalités très compliquées, parce que c'est des heures de travail, c'est du travail lourd, physiquement difficile. C'est très hiérarchisé aussi, c'est très patriarcal finalement, quoi. Hyper hiérarchisé, très patriarcal, très masculin, même si ça change. Ouais. Dans le théâtre, on ressent ça aussi. Vous avez ressenti ça aussi? Oui. Après, ce sont des lieux qui reflètent ce qui se passe dans la société, mais il y a des spécificités. Le fait, par exemple, que pour les arts vivants, que ce soit hautement compétitif, que la compétition est très très rude et du coup ça exacerbe les tensions et ça permet aussi au rapport de pouvoir de déraper, le fait que le corps soit l'outil de travail, le fait que les relations professionnelles et les relations personnelles soient un peu floutées parce qu'il y a un esprit de camaraderie, c'est un petit réseau, donc en fait il y a plein de données qui font que les spécificités sont exacerbées dans ces milieux-là. C'est ce qui sort de l'étude de Jacinthe Mazzochetti. Dans les milieux de la création, globalement, vous le sentez aussi, j'imagine? Oui, tout à fait. C'est vraiment une problématique qui est généralisée. C'est bien pour ça que je pense qu'il faut créer, et c'est ce qu'on essaie de faire, des outils spécifiques, des programmes spécifiques pour les industries culturelles et créatives dans lesquels, effectivement, on met les arts vivants, l'audiovisuel, la mode, le design, qui répondent à des problématiques spécifiques. Et donc, il faut créer des espaces où on va se poser des questions, on va s'interroger, et à l'image de Bruxelles, c'est-à-dire multilingue. Oui, tout à fait. Et où on va écouter les gens, et en particulier les femmes, parce que je voulais qu'on dise un mot du gaslighting, on prend beaucoup cette expression ces derniers temps. Je conseille d'ailleurs le livre d'Hélène Frappin, on va peut-être voir la couverture, là, voilà. Elle est là, c'est chez l'Observatoire, c'est le fait de mettre en doute la parole des femmes en la déshumanisant, quoi. C'est une pratique que vous ressentez au cinéma, au théâtre, dans les écoles aussi, j'imagine, non? Oui, mais enfin, t'exagères un petit peu, tu vas trop loin. Enfin, je sais pas. Moi, je peux pas vraiment répondre à titre personnel, en tout cas, mais bien sûr, ce sont des mécanismes qui sont à l'œuvre. Et comme disait Elsa, c'est dans toute la société. Et c'est sûr que ce qui se passe dans la société ne s'arrête pas à la porte de l'école et de l'INSAS. Et donc, les questions de harcèlement, de racisme, de discrimination, c'est à la communauté de l'école de les prendre en charge, de les mettre sur la table, surtout de ne pas les cacher et de pouvoir avancer sur ces questions-là de façon collective. Et les institutions et les pouvoirs publics, voire le pouvoir politique, il n'est pas là pour parler ce soir, mais
par exemple, l'humoriste Seb Melia, on va voir sa photo tout de suite, il a été accusé de violences sexuelles, le spectacle a été programmé au Cirque Royal, il y a eu plusieurs alertes, et pas des moindres. Malgré tout, le Cirque Royal a décidé de le maintenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne bouge pas trop, qu'il y a une espèce de frilosité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas qui veut réagir. Oui. Il y a eu un constat qui a été fait par plusieurs associations, dans plusieurs domaines, et maintenant il faut qu'il y ait vraiment que ça se poursuive en fait. Il faut qu'il y ait oui, mais ça ne se poursuit pas. On voit bien que voilà, il y a aussi peut-être une machine commerciale qui est en route, donc c'est compliqué peut-être de supprimer un concert ou un spectacle. Paloma. Moi, je pense que le plus gros souci, c'est que on n'utilise pas les protocoles qui existent déjà, ou du moins on ne réfléchit pas à comment les mettre en place, alors que en fait, au niveau de la loi, avec elles font des films, on est en train de préparer un livre blanc justement à destination des institutions, du cinéma, surtout pour expliquer les textes de loi qui existent, comment protéger, etc. En fait, la loi existe, on est censé faire de la prévention du harcèlement sexuel. Et d'ailleurs, la Cour d'appel de Bruxelles a fait une décision récemment, donc en novembre dernier, que le fait de ne pas faire de prévention au harcèlement sexuel se constitue comme une discrimination de genre sur le lieu du travail. Pourquoi? Parce que les femmes sont les personnes qui sont le plus largement victimes de harcèlement sexuel. Donc moi, ce que j'entends surtout, c'est que les gens ne savent pas vers qui se tourner. Quoi mettre en place, comment réfléchir à ça. Et moi, je dirais que souvent, sur un plateau de cinéma, mais dans un spectacle, il arrive parfois que, par exemple, j'étais sur un plateau où la personne qui réalisait a perdu son papa. Il a dû quitter le plateau, il a dû rentrer chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? La productrice, la script, le chef opérateur, tout le monde s'est mis d'accord pour continuer les séquences. C'est tout à fait une possibilité de continuer. Donc pourquoi est-ce qu'on n'y a pas réussi? Il y a des choses qui fonctionnent en France, par exemple. Le cas de Samuel Theiss, je ne sais pas si vous avez suivi ça, qui est un réalisateur qui était accusé, je crois, de tentative de viol sur un assistant. Un technicien. De viol, oui, un technicien, pardon. Oui. Donc la production lui a permis de continuer le film, parce que c'est aussi toute une équipe, un film, un spectacle aussi d'ailleurs, mais à distance. Donc voilà. Et le film va sortir comme c'était plus ou moins comme c'était prévu en tout cas. Donc il y a quand même des choses qui peuvent se mettre en place. Oui. C'est intéressant parce que en fait le spectacle vivant, c'est la question de la pression qui est mise et donc des rapports de pouvoir, elle est prégnante à cet endroit-là. Il y a donc, comme je le disais, il y a beaucoup de groupes qui travaillent là-dessus, notamment la compagnie MAP sur les questions de parentalité et de mon enfant est malade, je dois aller jouer le soir, il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Et Stéphanie Manger. Et la question de, effectivement, quelqu'un meurt dans notre famille, la question de continuer à jouer le soir. En fait, il y a plein d'actrices qui se sont retrouvées dans cette situation. Et ce sont des métiers avec des conditions extrêmement particulières qui favorisent aussi des fois un oubli du cadre légal. Et quand il y a cadre légal, il y a aussi la question de est-ce qu'il sert comment il est formulé, parce que la notion de harcèlement sexuel ou harcèlement moral, pour définir qu'est-ce qui travaille sur une continuité, sur un parcours d'école ou sur un parcours professionnel, d'entendre à chaque fois, en fait, il faut que tu perdes du poids, ou en fait, tu vas être cantonné à jouer les femmes de ménage parce que ta couleur de peau. Ce sont des formes de harcèlement qui ne peuvent pas être visibilisées parce que c'est plein de petites choses comme ça. Et il n'y a pas les outils légaux pour en parler. Et là-dessus, le politique, il a une responsabilité de travailler là-dessus. C'est là-dessus que vous voulez l'interpeller, Exactement. Effectivement, avec Fit the Culture, nous, on a comme ambition de créer en fait un lieu physique et virtuel avec une série de services, d'actions sociales de façon générale pour le bien-être des professionnels de la culture en devenir ou actuels, donc aussi bien étudiants et étudiantes que professionnels, mais tous les statuts confondus, retraités aussi. Et on a décidé de travailler sur 4 thèmes qui sont la distribution alimentaire. Le secteur est précaire, il faut avoir des solutions concrètes et rapides. La santé mentale, on en parle de façon générale, d'être suivi, d'être accompagné en individuel, en groupe, créer des thématiques, faire des formations, etc., pour se sentir mieux. L'assistanat social, tous les problèmes financiers et autres, de droit au logement, avoir ses droits, etc. Et le dernier, évidemment, les violences sexuelles et violences au travail, qui sont 2 choses
différentes, mais ces 4 thématiques-là, nous on souhaite créer un lieu physique et virtuel à Bruxelles bilingue, voire trilingue, qui travaille ces questions, et on a demandé des financements pour pouvoir faire cette année une réflexion et pour pouvoir avoir des solutions pour le nouveau mandat à venir. Parce qu'il y a bientôt des élections. Exactement, il y a des élections, et donc ça fait très très longtemps qu'on attend ça. Il y a des bouts de solutions qui sont proposés un peu partout, mais pas de projet global. Des bouts de solutions. Des sparadraps, appelons ça comme on veut. On en constate aussi dans les théâtres. J'ai fait un petit peu le tour, moi, des théâtres bruxellois pour voir ce qui se fait ou pas. Alors, les tanneurs, on va peut-être voir juste leur page qu'on peut voir sur leur site. Eux, ils ont pris un peu les choses à bras-le-corps. En tout cas, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Bon, on connaît le passé des tanneurs avec le précédent directeur qui a eu des problèmes, le mot est faible, de harcèlement par rapport à des employés. Mais les autres théâtres, ça reste léger. Par exemple, au Riche-Clair, c'est le directeur qui est la personne référente. Bon, ok. Au National, il y a quand même 2 personnes volontaires qui sont désignées de façon démocratique d'après mes renseignements. Mais je vous vois dodeliner la tête. Non, je dodeline pas. C'est bien que le National le fasse, et heureusement, parce que c'est quand même un peu le vaisseau amiral des théâtres à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc là, tant mieux. Ça se ferait par le nombre de personnes au démocratique. Mais par contre, au Théâtre du Parc, au Martyr, etc., les personnes référentes sont proches de la direction. C'est un directeur financier, etc. C'est quand même bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est étrange, non ? Oui, c'est étrange. Enfin, les choses peuvent toujours être améliorées, mais par rapport à la question du politique qui doit s'emparer de la question, moi je pense que c'est aussi chacune et chacun des institutions qui doivent aussi prendre à bras-le-corps ces questions-là. S'ils ne le font pas, eh bien, le mouvement doit être collectif. En fait, je pense que les choses avanceront au mieux par tâche d'huile et ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre de la charte qu'on a mise en place à l'intérieur de l'école, qui est un travail au long cours sur 3 ans, qui vient d'être approuvé par le CGP, c'est-à-dire un peu le conseil d'administration de l'école, qui est accompagné d'annexes avec toute une série d'outils, d'informations. Je sais pas, il y a 10 pages. Oui, il y a des outils, des informations en cas de problème vers qui je peux me diriger concrètement à l'intérieur de l'école, à l'extérieur. Je suis témoin. Ou je suis autrice ou auteur aussi parfois. Enfin, voilà, on a essayé vraiment d'être les plus complets possibles. On l'a fait collectivement. On l'a fait à l'intérieur d'un groupe de travail discrimination qui regroupait des étudiantes, des étudiants, des profs et des membres du personnel administratif et ouvrier. Et c'est tous ensemble qu'on a rédigé vraiment le document, qu'on l'a alimenté, et puis qu'aujourd'hui, il est approuvé. Il a été aussi revu juridiquement. Il faut quand même, je voudrais aussi dire un petit mot, on l'a dit sur les questions de cadre et de contexte en parlant du Cirque Royal. En fait, l'INSAS, on pourrait s'imaginer comme c'est une école, qu'elle est autonome et qu'elle peut prendre une décision et puis avancer là-dessus. En fait, c'est pas si simple. On vit tous dans un contexte. Nous, on doit respecter des décrets, le décret de l'enseignement supérieur, le décret de l'enseignement supérieur artistique, qui sont nos 2 grandes lois qui nous financent et qui permettent aussi à cette école de pouvoir déployer sa pédagogie en tant que service public. Et donc, nous sommes tenus à ça, et donc nous ne pouvons pas avancer sur ces questions-là sans être certain non plus qu'on reste dans ce cadre-là, mais on parvient à le faire. Ouais, mais vous travaillez chacun un peu dans votre coin, c'est ça qui est dommage, quoi. L'IAD d'un côté, les conservateurs. C'est dommage, et en même temps, c'est tout à fait naturel que l'école est un microcosme en lui-même, et donc si on veut avancer, que ces questions-là puissent avancer et que tout le monde s'en saisissent et puissent comprendre la démarche, en fait, c'est de l'intérieur qu'on peut faire avancer les choses. Et comme je parlais de tâches d'huile, en fait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, ces questions prennent de plus en plus de place, et finalement, les personnes les plus problématiques, elles se sentent de plus en plus isolées, et finalement, c'est petit à petit qu'on arrive aussi à inverser le paradigme et avancer concrètement sur ces choses-là. Effectivement, moi je pense que c'est très important que chaque institution, école, réfléchisse en interne. Je veux dire, vous connaissez vos étudiants et vos étudiantes, vous avez un parcours, etc., une réflexion à mener. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ils sont plus étudiants ou étudiantes ? Qu'est-ce qu'on fait quand ils changent de filière, qui sont plus comédiens ou comédiennes ou audiovisuels, mais qui passent au design ou qui passent, peu importe, dans les médias ? Moi, je pense qu'il faut créer une structure extérieure qui complète, qui accompagne, qui dit à vos étudiants, mais tu sais qu'en interne, il existe déjà quelque chose, va voir telle personne qui est déjà référente dans ces questions. Il faut accompagner. Ce projet dont je parle, des 4, c'est extrêmement compliqué puisque c'est 8 cabinets différents. 8.
Ça, c'est la Donc, Belgique. Hein, ça, c'est voilà, le millefeuille, la composition en langue, en territoire. Il y a du fédéral, du régional, etc. C'est bien pour ça que personne s'y colle et que nous y collons, c'est parce que c'est extrêmement compliqué. Là, il y a des besoins qui doivent être... on doit répondre à ces besoins, notamment des VSS, mais aussi d'autres problématiques, et ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de solution, on l'a vu. Moi, je pense que si on veut encore travailler dans un environnement qui soit safe et qui soit positif pour tout le monde, il faut créer des solutions et des filets de sécurité pour notre secteur. Les appels sont là. Où est-ce qu'on peut lire les témoignages des écoles que vous avez recueillis et des institutions. C'est sur le site la deuxième scène.be et c'est l'acte 3 et 4. C'est marqué études. Donc on va sur internet, on tape la deuxième scène.be, acte 3, acte 4. Et c'est l'acte 4 en particulier, donc l'étude qui a été menée par Qu'est-ce que vous avez le plus surpris dans cette étude? En 2 mots, on n'a plus beaucoup de temps. Peut-être à quel point il y avait des tensions générationnelles, de voir que les étudiants et étudiantes étaient vraiment branchés sur les questions et qu'il y avait vraiment une tension générationnelle. C'est ça qui m'a le plus interpellée. Bon, l'émission se termine déjà, ça a été très vite. Le débat, on pourrait continuer comme ça pendant des heures. C'était passionnant en tout cas. Merci à tous les 4 d'être passés chez nous je voulais hyper rapidement. Juste signaler aussi le travail de nos collègues de Pouvoir et Dérive qui reprennent ces thématiques et qui se trouvent dans les bonnes librairies et à la Bellone. Je vais le montrer. Voilà, Pouvoir et Dérive. Oui, en fait, c'est le compte-rendu des différents colloques qui ont eu lieu ces dernières années et qui ont été mis en place par le cycle Pouvoir et Dérive. D'accord, on va à la Bellone pour le trouver. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. On se retrouve jeudi prochain pour une autre émission. Bonsoir.